Moi, c'est Jean-Luc Émile. Je suis heureux d'accueillir les jeunes de l'Université Maurice qui sont là. Merci de cette présence soutenue à chaque rencontre du Mediatrust. C'est important pour vous, je pense, de connaître ce qui s'est passé dans ce métier par le passé. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir Finlay Salès avec nous pour cette rencontre. Alors, Finlay Salès pour les auditeurs, Finlay Sablès pour ceux qui ont travaillé avec lui. Mais Finlay ne laisse personne indifférent. Chacun a sûrement des expériences par rapport à ce personnage qui a connu du Nation jusqu'à Radio One, donc 50 ans dans la presse mauricienne. Il a fait l'hiver, il a fait l'été, donc il a tout vu. Il a été formateur et il a été aussi journaliste. Donc moi je l'ai connu pas à 5+, malheureusement, où il a blessé beaucoup de personnes, ça blesse. Et je l'ai connu à Radio One en tant que directeur et rédacteur en chef. Mais je pense qu'on va apprendre beaucoup de cette séance, cette session, que le Mediatrust veut être un rendez-vous assez régulier, mensuel probablement, pour vous permettre de découvrir des gens pour ceux qui ne connaissent pas et pour les autres d'approfondir votre connaissance, votre expérience par rapport à ce genre d'exercice. Merci Finlay encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Donc, une longue carrière, 50 ans dans les médias à Maurice. Tu as connu la presse écrite, également l'audiovisuel, la radio particulièrement pour cette fin de carrière. Et je pense que la thématique du jour, prendre de ce qui était la presse avant et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est quelque chose que tu pourras certainement partager avec les plus jeunes et surtout les aguerris de la profession. Merci. D'abord, avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue. C'est très flatteur d'avoir autant de journalistes de l'MBC d'abord, plus que la presse écrite, je suppose, d'abord. Et puis, qui sont ceux qui viennent de l'université? Levez le doigt, c'est tout. Au fond. Ils sont à combien? 5 ou 6. Okay. C'est pour que je puisse ajuster le discours, l'intervention par rapport à ceux qui ne sont pas des journalistes. C'est la pédagogie la plus élémentaire de savoir à qui on s'adresse, à quel niveau on doit s'adresser pour que certains ne se sentent pas, bien évidemment, exclus dans ce que je veux dire. Je ne vous apprends rien, c'est le b.a.-ba même de la communication. Quand on m'a demandé le Mediatrust m'a demandé de venir partager avec vous mes expériences, je me suis dit, là, c'est flatteur, bien évidemment, de me gratifier une certaine expérience dans ce domaine, et deuxièmement, de me considérer déjà comme un élément de Jurassic Park qui va s'adresser aux jeunes journalistes que vous êtes aujourd'hui. Alors, j'ai pas de leçon à donner. J'ai passé l'âge. Parce que, d'une part, je ne suis qu'un retraité actif. Au lieu de descendre 7 fois par semaine au bureau, je descends que 2 ou 3 fois, et là encore, in extremis. Et deuxièmement, je ne sens pas le besoin dans un état d'esprit de donner des leçons. Parce que comme vous le savez vous-même, les journalistes n'apprennent rien. La jeune génération sait tout. Alors ça me met dans une situation très embarrassante souvent devant des sommes de connaissances acquises en si peu de temps. C'est ce qui me tracasse pour la même occasion pour dire j'ai raté complètement ma vie, j'aurais dû aller plus vite et plus loin. Cela dit, c'est pour dégeler un peu l'atmosphère, sauf que personne ne rit, bon, ça tombe à plat. Alors maintenant on rit, c'est très bien. Je peux me flatter quand même. C'est pourquoi je ne suis pas venu avec de l'estrac la fois dernière, parce qu'à nous deux, sous le même toit, ça fait plus d'un siècle de journalisme. Vous imaginez, ça fait peur. En tout cas, je suis à côté de lui. Donc, je me flatte d'avoir commencé au Nation
un choix à l'époque, alors que les Nations étaient contrôlées par Sat Kambulel et Kia Jagat Singh. J'espère que les jeunes de l'université connaissent ces deux personnages. Pas encore, mais ils vont l'apprendre, forcément. J'ai commencé aux Nations pendant au moins une année, et puis manifestement aux Nations dans les années... Vous devinez, aux Nations dans les années 70, ce n'était pas très confortable pour moi, bien que je fus travailliste. Parenthèse. Et en même temps arrive une proposition de l'Express, du docteur Philippe Forgette, me disant de venir traverser la route de quelle route c'est Edith Cavell à Brown-Séquard, de venir à l'Express. Et j'ai pas eu je regrette pas parce que j'ai eu un rédacteur en chef hors pair, extraordinaire, qui a été le docteur Philippe Forgette, qui nous a appris le métier. Et là aussi, on a eu plein de rencontres. Il y avait de l'Estrade, Pierre Renaud, Suleiman Patel, Luc Olivier, Balancy, plein de jeunes journalistes. Lindsay Rivière était déjà parti pour le Mauricien avec Sidney Selvon. Donc voilà un peu le parcours que j'ai eu. Et puis il a fallu prendre une décision, continuer de faire le journalisme, faire le choix politique, qui était normal à l'époque. C'est-à-dire on quittait le journalisme pour aller faire de l'opposition. Quoique je respecte le choix de n'importe quel journaliste, bien évidemment, qui quitte la presse pour aller au pouvoir. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Alors là, vraiment, non. Chacun ses choix. Mais quand on fait un choix pareil, il ne faut pas s'attendre à recevoir des fleurs, il faudra s'attendre surtout à recevoir des coups. Et comme c'est un milieu tout à fait cruel et impitoyable, il faut vraiment avoir la cuirasse épaisse pour tenir le coup. Parce que la violence en ce moment, pas seulement dans la rue, pas coup de sable, non, la violence des propos n'augure absolument rien de nouveau, disons, pour la campagne électorale à venir. Pour ceux qui voudraient encore quitter la presse, réfléchissez encore une fois avant de partir. Cela dit, je choisis de quitter la presse pour aller faire de l'opposition, dans laquelle on est resté trop longtemps d'ailleurs, jusqu'en 82. Mais entre-temps, quand j'ai quitté la presse pour rejoindre le MMM, j'ai travaillé pour le nouveau militant, le peuple, etc. Et par la suite, toi, tu étais venu après, Shenaz Patel, etc. Et toute une jeune génération qui est arrivée quand nous, on s'est déplacé de la rue Bourbon pour entrer à l'Assemblée nationale. Donc, il y avait des espaces à prendre. Donc, la jeune génération a pris place à ce moment-là. J'ai continué à faire de la presse gratuitement pour le militant. Quand on a été trop bousculé par les procès, on a créé Le Peuple. J'étais toujours rédacteur en chef ou rédacteur en chef adjoint. Jusqu'en 83, on perd les élections. Et là, je décide d'arrêter, mettre un terme à ma carrière, entre guillemets, politique, pour 2 ans de chômage. Ah, parce qu'on n'avait pas de travail à l'époque, hein, c'est terrible. Il y avait, Dieu sait qu'on était bien avec le bonhomme Jugnat, une politique revancharde. Ceux qui avaient perdu les élections n'avaient plus d'emploi. Je suis resté 2 ans comme ça. Et par la suite, j'ai retravaillé ma reconversion dans la presse. Et là, heureusement, Jacques Rivette, qui vient de mourir, comme vous le savez, le directeur de Week-end et du Mauricien, Lindsay Rivière était rédacteur en chef, m'accepte, je dis, OK, il ne faut pas s'attendre à un salaire mirobolant. On touchait 4 000 roupies comme député à l'époque. Quand vous enlevez la taxe, c'est 1 500 roupies pour le parti. Vous devinez ce qu'on reste. Il reste pour tenir le coup avec 3 enfants. Et donc, je vais au Mauricien. On me dit, pas question de toucher à la politique, culture.
fait de la culture tant bien que mal. La culture était un peu mon purgatoire, on dirait. Heureusement d'ailleurs. Et là, ça dure pendant 2 ans, etc. Et puis il y a un voyage dans le sud-est asiatique. Baloum Jagannath dit invite le Mauricien. On m'a dit si je voulais aller. Je dis, voilà, il faut clarifier la situation, ma position avec Anirudh. Anirudh dit c'est fini tout ça, etc. Donc on s'est réconciliés à ce moment-là. Alors quelque chose malheur est bon. Il y a un mardi, pratiquement les grands journalistes avaient eu la grippe. Il n'y avait personne pour couvrir le Parlement. Jacques Evans me dit ben vas-y. Je lui prends sa veste et sa cravate, de mauvais goût vraiment à ce moment-là. Je te jure. Il appréciera. Hein, c'est terrible. Et je vais à l'Assemblée nationale. Vous imaginez, je débarque dans la galerie de presse à l'Assemblée nationale, un peu l'événement, et je ne prends pas de notes. Je connais le Parlement. Je ne reviens pas pour faire un papier sur ce qui s'est passé, mais pour faire un papier d'humeur. Mais d'humeur humoristique par la même occasion, qui a eu un succès foudroyant à l'époque. Du coup, je recommence à couvrir le Parlement. C'était mon retour dans le domaine politique aussi. J'espère que je ne vous emmerde pas avec ce récit-là. Je vais aller un peu vite. Jacques Venn me dit, mais pourquoi tu n'écris pas aussi des papiers politiques pour le Mauricien? Ça, c'est un peu gros, là. Tu vois, je n'étais pas encore guéri de mes traumatismes politiques. Bon, ben, je fais un papier politique, à mon sens, très soft, que notre ami Pierre Benoît refuse de publier dans le Mauricien, par excès de prudence, etc. Pierre a toujours péché par excès de prudence. Si vous ne l'avez pas connu, il mérite d'être connu. Et, sauf qu'il était rédacteur en chef à l'époque. J'écrivais ne sachant pas quoi faire avec le papier, il me dit ben, je publie le papier dans le week-end. Et c'est comme ça je commence la rubrique Point chaud dans le week-end, qui a duré pendant des années. Et merci Pierre d'avoir refusé mon texte pour le Mauricien. Et donc j'ai écrit pour le week-end. Et là, jusqu'à 89, je crois, je ne sais plus, George Chang vient me voir, me dit ça t'intéresse, on va faire un magazine ou un journal. Alors, avec raison, je vois le Mauricien, Lindsay Rivière, Sidney Selvon, plus jeune que moi. Gérard Cateau est sans adjoint à week-end, Gérard Cateau très jeune. J'avais aucune perspective de devenir rédacteur en chef, aucune. Mais j'aime pas trop en deuxième position, ça gêne, tu prends la boue dans la gueule, surtout sur un vélo. Donc je laisse tout tomber avec... Vraiment, c'était déchirant. Alors, non seulement je pars pas seul, mais je vide l'équipe du week-end avec Jean-Claude Antoine, Catherine, enfin toute une équipe, 5-6, on vide la rédaction du week-end. Jacques m'en a voulu vraiment pendant longtemps. Alors que j'allais lui faire de la concurrence avec 5+. Donc je passe sur tous ces détails-là. 5+ a été une aventure merveilleuse, une pépinière, Bikash, enfin tout le monde. Alors, vous me permettrez de tirer un certain sentiment d'orgueil, malgré tout ce qu'on dit sur moi de mal, et c'est très bien ainsi, l'indifférence tue, d'avoir formé des gens qui ont réussi dans ce métier-là quand même. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas embarrasser ceux qui n'ont pas réussi. Ils sont très peu là, très peu. Hein? Très peu. À la MBC, il y a déjà quelques-uns qui ont réussi, je veux dire. Et, bien. Voilà un peu le parcours, voilà un peu les anecdotes, etc. Maintenant, je continue à 5+. Forcément, ça marche. On crée un nouveau journal, une nouvelle manière de voir les choses. Je fais un peu influencé par Libération, une page, une photo. On fait la même chose, une page, une photo, mais qui fait scandale souvent.
avec des sujets les plus névralgiques sur les enjeux de société, etc. George Chang était malade tous les dimanches matins parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le journal. Il recevait des appels téléphoniques, ça ne va pas, non? Et ça se passait comme ça. Jusqu'à un jour, déterminant pour le paysage médiatique, l'avènement des radios, je ne vais pas dire des radios libres, mais l'avènement des radios privées. Jean-Claude me dit, on a fait tout ce parcours ensemble, bien tenter le coup à Radio One. Et là, on monte enquête en direct, le concept, etc. En une semaine, c'était décidé, j'allais quitter 5+. Et là, 21 ans d'enquête en direct qui a fait plus ma notoriété que toutes ces années auparavant dans la presse écrite. Il faut dire aussi, quand j'étais à l'Express aussi, j'avais une émission à la MBC qui s'appelait si je meurs, allez retrouver quelques extraits de cette émission. En toute franchise, je crois que ça s'appelait, non? En toute liberté. Vous n'étiez pas nés, la plupart d'entre vous. Liberté. Hein? Liberté. MBC, oui. En toute liberté. En toute liberté, c'était tous les mardis, ou non, tous les mercredis. Dan de Boda était directeur à l'époque et avait décidé d'ouvrir les portes de l'MBC à quelques rebelles. Et donc, la première interview, ça a été à Niro Jogdot, bien évidemment. Et ça a été pas brutal, mais disons que on a fait à la MBC à l'époque ce que les radios privées font aujourd'hui. Donc la première émission a choqué tout le monde. Niro Jogdot avait dans un meeting ou dans une déclaration, avait dit qu'il allait me baise Boudoulin coup de balle. Voilà, exactement. Donc je cite là, c'est même pas la peine que je précise, il parle comme ça. Et la première question, où tu poutouilles Boudou, tu imagines la MBC à l'époque, d'une audace, d'un courage, alors que moi c'est par inconscience, forcément. Hein. Et Anirudh a été content, il s'est dit, Marie, continuez. On a continué pendant quelques temps, puis bon, ça va. Donc après, je viens à Radio One, et là, ça a été enquête en direct, j'ai fait plein d'émissions sur le grill les dimanches. Et là, on a commencé Dimanche Culture aussi. Ce qui va sur sa 13e année. Personne ne donnait un clou pour la survie de Dimanche Culture. On me dit, avec la culture, on ne fait pas de fric. Bien sûr, on ne fait pas de fric. Mais on fait penser. J'ai la prétention de penser qu'on fait penser. Et aujourd'hui, on est à la 661e édition de Dimanche Culture. Voilà un peu ma petite expérience et l'autorité morale que j'ai pour en parler, contrairement à ceux plus jeunes qui ont plus d'expérience et qui sont certainement plus intelligents et plus au fait de l'actualité que moi. Merci Finlay pour l'introduction. Alors c'est à vous maintenant de poser vos questions, si vous en avez. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Aucune question n'est tabou, hein? Donc allez-y. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. C'est prévu aussi, s'il n'y avait pas de questions, je peux continuer. Si personne ne se pose la question, moi je pose la question. Tu as dit tout à l'heure que c'était normal à l'époque de quitter la presse pour aller en politique. Donc aujourd'hui, on voit le déferlement de commentaires sur les réseaux par rapport à ceux qui quittent les médias pour aller. Qu'est-ce qui a changé? La violence, un changement de paradigme. Moi, je me mets à couvert à chaque fois par rapport au MSM. Anirudh Jagnat a quitté son poste dans les années 70 pour rejoindre le MSM, pour rejoindre le MMM, dont il est devenu par la suite le président et éventuellement Premier ministre. Imaginez à l'époque un magistrat quittant son poste, la sécurité de l'emploi, pour aller avec des jeunes marxistes moustachus avec de longs cheveux, voulant tout casser dans le pays. Imaginez. Donc c'était quitter n'importe quel métier pour aller dans l'opposition, c'était bien vu, parce qu'on vivait, on sortait de 68. Pour ceux qui ne savent pas, les jeunes universitaires, 68, il faut peut-être leur dire ce que c'est.
Non, parce qu'on ne sait pas. Hein. On était imprégné de l'esprit 68. C'était sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, il faut jouir sans entrave, etc., etc. Enfin, tout ça. Ça ne vous apprend rien de nouveau. Si. Il faut jouir sans entrave, on peut, hein. Oui, bien sûr. Ah ouais. Et comment? Il n'y a pas de rire, c'est bien, parce que là, on freine des cas de fer, là, tu vois. Est-ce qu'on peut rire de ça? Moi, je suis un enfant de 68, donc je peux en parler sans entrave. Donc, c'était bon de quitter et d'aller faire de la révolution. Che Guevara, Castro, toute cette bande à l'époque, Mandela était en prison. Ça faisait bien de quitter l'establishment pour aller faire de l'opposition. Mais aujourd'hui, il semblerait que ce n'est pas possible parce que si on le fait, on est des tchatouas. Un mot que je déteste. Ce n'est pas possible. Je trouve tout à fait normal, c'est le choix de quelqu'un, s'il veut quitter la presse et d'aller faire de la politique, quel que soit le parti. Quel que soit le parti. Mais ceux qui quittent la presse pour aller rejoindre le pouvoir subissent les pires insultes. Et que je trouve tout à fait injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce qu'il n'y a pas de débat, Maurice. Il suffit qu'un crétin sur Facebook balance une phrase ou une pseudo-pensée, que tout le monde s'engouffre là-dedans et que le pauvre s'en sort carrément à genoux. C'est son droit. Pourquoi lui interdirait-on de partir? C'est plus facile de l'insulter que de lui dire on va discuter. Et c'est pourquoi quand je fais, de temps en temps pour me faire plaisir, je descends lundi soir pour faire une émission politique. Il suffit que j'annonce que je vais interroger X, Y, Z. Vous voulez entendre ce que je reçois comme remarque? Des jurons, défonce-les. Ça, c'est le plus mild, on dirait ça, tu vois. Comme si on invite quelqu'un sur un ring pour le mettre KO. Alors que c'est pas ça, un débat politique. Et là, il suffit que je sois poli avec quelques-uns, que ce soit avec Adrien Duval, Mahen Ganga Parsad ou avec Nando Boda, que je suis passé de l'autre côté. Ne me dis pas de l'autre côté de quoi. Et ce qui est terrible, ce sont des gens de l'opposition qui sont les plus virulents à mon égard. Je trouve ça extraordinaire. Et le chemin inverse, sortir de la politique, retourner dans la presse, est-ce que, donc toi tu l'as vécu, comment tu le verrais? Il faut vivre son purgatoire, surtout. Tu ne veux pas quitter la politique et commencer à écrire un papier politique dès le lendemain. Tu n'as aucune crédibilité. Je suis resté 2 ans à faire de la culture, c'est bien, à courir après les vedettes, etc., à être dans les cocktails, à faire du bling-bling, etc. Ça va, j'ai rencontré plein de gens, j'ai créé plein de contacts à l'étranger, etc. Et donc, ça m'a fait du bien Mais il faut vivre ce purgatoire. Pourquoi, d'après toi, le Media Trust m'invite aujourd'hui? Si j'avais un esprit partisan. Allez, on sait qui je suis, que je ne fais pas attention à ce que je dis. Je suis très cash, comme on dit. Je suis très... Les mots ne me font pas peur, les mots n'ont aucun tabou pour moi. Si le Media Trust m'invite, c'est parce que à son sens, le Media Trust estime que j'ai quelque chose à dire et on respecte le parcours que j'ai eu. Et c'est comme ça. On va inviter notre public à poser des questions. Alors, excuse-moi, je fais comme ça parce que je vais poursuivre Radio One d'ailleurs. Avec le casque, j'ai perdu 30%. Pendant 20 ans, ça ne pose pas plus fort. Voilà, donc vous avez été au centre de tellement d'événements au cours de votre vie et surtout en tant que rédacteur en chef, à prendre l'exemple de Saint-Cruz, parce que c'est un peu le plus récent, allons dire. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué? Donc, si j'ose extrapoler peut-être votre pire et
votre meilleur souvenir négatif? Question très difficile en fin de compte. Je ne savais pas que tu allais m'embarrasser. Quel événement? Je ne sais pas. Escadron. Hein? Escadron. Là? Escadron. Enfin, disons 5+. 5+. J'ai quelques souvenirs vivaces de 5+. Terrible ça. 5+ était en pleine gloire. On avait dépassé le week-end en termes de vente, pour vous dire. Et un samedi matin, on cherchait une couverture, toujours la couverture de la photo. Il y a un jeune qui dit, quelqu'un me dit, il y a une petite envie autour de toi. Il fallait écrire l'éditorial, on n'avait pas le temps. On dit, beau l'idéo. J'avais trouvé la formule avant Bruno Lorette. Et puis je peux dire, allez, laisse-le rentrer ça. Un type de 19, 20 ans, un peu sale. Il cause vite parce que, évidemment, je kidnappe mes femmes. Kidnappe. C'était un jeune, c'était un jeune hindou qui avait épousé une musulmane. La musulmane était pas mineure, elle était majeure, plus de 18 ans. Et les parents n'étaient pas d'accord, etc. Ils se sont sauvés, allaient habiter dans le sud. Et là, lors d'un cyclone, etc., on est venu kidnapper sa femme depuis plus de 20 jours. Et la police n'avait rien voulu faire avec. Pour moi, c'était du pain béni, une histoire pareille. Allez, grosse photo, lui et sa femme mariés, sur la couverture, une jeune musulmane qui a épousé un hindou, kidnappé, etc. Pour moi, c'était une histoire, une bonne histoire, mais je ne savais pas que ça allait moissonner autant de réactions, mais violentes. J'ai eu toute la plaine verte sur le dos, forcément. Et ça a été terrible. Alors, ça dure pendant 15 jours. 15 jours après, le garçon revient avec une femme. Une bonne nouvelle, ma femme est réussi à sauver. C'était en plein Netflix, hein, avant Netflix. On remet la couverture, et là, la femme me raconte ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'elle avait été kidnappée, enfermée pendant 3 jours. On l'avait remariée à un musulman. Elle avait suivi un entraînement militaire. Et tout ça, je raconte. Pour moi, il fallait raconter. Encore une fois, je ne savais pas que ça allait provoquer autant de remous. Et là, lundi, Navin Ramoula m'appelle, me dit c'est plus possible, tu vas foutre une bagarre raciale dans le pays. On va te mettre sous protection policière pendant 2 semaines, SMF devant 5+. Ma femme, on l'a accompagnée à son travail chez Lille. Il y avait une fille au lycée d'Abandonné qui jubilait parce qu'elle croyait qu'elle allait la mettre dans une BMW avec moteur devant. On l'avait mis dans une voiture banalisée, sale, tu vois. Ça a duré 3 mois, cette histoire-là. Et moi, ça me gênait beaucoup parce que vous imaginez, la police avec moi 24 heures sur 24, ça me gênait dans mes déplacements, etc., entre autres. Donc, voilà, ça c'est une très très belle expérience que j'ai eue en tant que pour Iowan, c'était le viol de cette fille-là. Sandra O'Reilly. Sandra O'Reilly. Oh la vache, j'ai jamais eu mal comme ça pendant une émission, pendant 2 heures. Pourtant, je ne l'avais pas sollicité, Sandra O'Reilly. Elle est venue d'elle-même pour dire « j'ai envie de parler maintenant ». Raconter comment elle a été violée dans le Sud, comment en faisant l'autostop, elle a été arrêtée, donc elle a été prise, mais violée aussi, ça a été terrible. On entendait une mouche voler pendant l'interview. Et j'ai presque pas posé de questions. Par pudeur, il fallait faire attention. Une femme qui a été violée 6 fois, tu imagines, c'est pas possible. C'était la première fois qu'une femme venait parler à la radio. Et c'est la première fois qu'une femme
Tu n'as pas entendu jamais entendu parler de ça aussi? Ah oui. Oh là, moi, ça me fait mal d'en parler. Même maintenant, il y avait toute sa famille dans le studio qui était là. Il y avait une atmosphère pesante, terrible. Là. Oh là là. Ça, une deuxième expérience. Et puis, je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Il fallait que je mette de l'ordre dans mes idées. Un peu, je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Quelle expérience? Tuni Minuit. Tuni Minuit. Hein? Tuni Minuit. Tuni Minuit. Ça, on a un peu honte. Enfin, pas un peu honte. Tuni Minuit était un phénomène de société. C'était pas parce qu'on y croyait. C'est-à-dire qu'on avait fait des reportages. Toute la rédaction, les jeunes voulaient surtout rester au bureau pour aller traîner le soir dans les cités, partout. Il y avait, le loup-garou avait été aperçu. Mais ce qui était intéressant, c'est pas le Tuni Minuit, c'est comment les gens réagissaient. Et c'est là que j'ai compris la montée en puissance de Selmia. Terrible. Selmia profite de Tuni Minuit. Selmia avec lequel j'ai des rapports extraordinaires. Un autre moment, c'était quand Selmia sort de la prison le matin même et il débarque à Radio One pour raconter comment il a été torturé. Ça a été terrible aussi. Aussi grave que Sandra O'Reilly. Hein. Donc, Tuni Minuit, Selmia, le pays est en émoi. Le pays a peur. À chaque fois qu'il y a une coupure d'électricité, on voit des loups-garous partout, etc. Et l'église, par exemple, je prends Sainte-Croix ou Rochebois, il y avait un prêtre d'origine, de ressortissant français, je crois. Les habitants vont vers lui pour chercher du réconfort. Il traite ça avec son esprit français. Il traite ça avec beaucoup de désinvolture. Bon, c'est pas important, etc. Sauf que Selmia va exorciser un peu les maisons, allant faire de la prière, etc., faire des prières et offrir à manger, surtout pendant le cyclone. Et je débarque, je sais pas, à Rochebois ou dans une cité un soir, on dit qu'il fallait dire Selmia vinido. Voilà, une cité créole qui demande que l'intervention de Selmia. Je trouve ça magnifique aussi par la même occasion. Mais Tuni Minuit, c'était accessoire. On a profité commercialement de ce phénomène de société. Mais moi, je me souviendrai que j'étais adolescente à l'époque. La photo sur la couverture de Saint-Plus, à l'époque de Tuni Minuit, il y avait une femme, les cheveux étaient... Et ça, est-ce que c'était vrai? Parce que moi, étant adolescente, je ne croyais déjà pas à ce phénomène. Mais quand j'ai vu la couverture de Saint-Plus et la réaction des gens et toute l'ampleur que ça prenait, finalement, j'ai commencé à y croire. Est-ce que c'était une vraie photo? On n'a jamais truqué une photo. On n'a jamais truqué une photo. Cette femme-là était prise dans l'hystérie collective et avait peur. Et ses cheveux. Et je ne sais pas qui c'est qui avait fait la photo. Je sais pas qui c'est qui avait fait la photo. Lindy. Hein? La photo qu'il fallait faire. C'était la photo qu'il fallait faire. Pardon? Qui était l'auteur de la photo? Je ne sais plus. Non, pas moi. Il n'y avait pas de portable à l'époque, j'imagine. Gros appareil. C'est ça, John Doe sûrement, non? John Doe, peut-être John Doe qui a pris sa retraite. Donc c'était une photo tout à fait vraie. La seule photo avec laquelle on a eu des problèmes, à l'époque pour 5+, c'était un accident à Tamarin aux Rivières-Noires. Mais un accident très grave, la personne, le mec était décédé, et sa femme dit « Mettez cette photo-là parce que c'est pour dire aux autres de faire attention ». Je laisse la photo avec Patricia pour monter la page. Je ne sais pas pour quelle raison, pour moi c'était fait la photo, etc. La page était faite. Je ne regarde pas à la fin, c'est mon tort. Ils avaient tripoté dans la photo pour rendre les lèvres épaisses et ils avaient oublié de changer. Donc quand la photo paraît le lendemain, la honte. Ah ouais. C'est terrible.
Le Mauricien s'est fendu de 3 éditoriaux pour me dénoncer. Tu peux rien dire. Tu dis rien, tu dis, bon, just too bad. Voilà, c'est une des... Ça, c'était pas très bien. C'est une grosse erreur de notre part, bien évidemment. Quelqu'un d'autre? Pour revenir un petit peu sur les choses un peu moins hilarantes, on va dire, tu as parlé du fait que quand tu es revenu de la politique vers le journalisme, la direction t'a demandé d'être dans un purgatoire et là tu t'es trouvé une niche dans la culture. Et donc c'est vraiment une prise de responsabilité de la part de la rédaction en chef de ce journal, qui est tout à leur honneur. Et je me pose la question, sur les 10, 20, 30 dernières années, est-ce que ce genre de phénomène existe encore? La sensation en étant une expérience, c'est pas vraiment le cas. Est-ce que quand un journaliste quitte le journalisme pour aller en politique, ça va encore, parce que c'est dans ce sens-là, et quand c'est dans le sens inverse que ça pose question, effectivement. Et donc, est-ce que, et il y en a eu beaucoup, des gens qui ont été, pas directement faisant de la politique active, mais en tout cas étant associés à des politiciens, étant des attachés de presse, directeurs de communication et toute autre chose sur de domination, et qui reviennent dans le journalisme en catimini, comme si de rien n'était. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça au jour d'aujourd'hui? Alors, il y a définitivement un souci. Alors, il faut distinguer 2 choses. La première, c'est que ce ne serait pas possible aujourd'hui, dans une institution de presse, que ce soit dans une radio, etc., pour la bonne et simple raison que Jacques Rivette était le patron. C'est l'entreprise, il n'y avait pas de conseil d'administration ou de direction. C'est lui qui décidait, on va décider de prendre Finlay Salès parce qu'il est en train de crever de faim avec sa femme, avec sa maîtresse et 3 enfants, dont la maîtresse était enceinte. Voilà la situation. Jacques était parfaitement au courant de ma situation de vie privée. Et il voyait que c'était plus possible. Il m'offrait donc, alors, j'avais dit 4 000 roupies comme député, 1 500 roupies. Une fortune! 1 500 roupies à l'époque. Mais c'est surtout de retrouver sa dignité, de n'être plus chômeur, de n'être plus un paria de la société et de retrouver ce travail-là. Avec raison, Jacques me dit, pas de politique, avec raison, parce que je n'aurais pas été crédible le lendemain d'écrire un éditorial, que ce soit sur le gouvernement ou sur l'opposition, ce serait pas possible. Donc ce purgatoire de 2 ans m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça m'a permis de me désintoxiquer de la politique, d'une part, et de prendre mes distances, Dieu à moi-même, aussi bien que du gouvernement. Et je crois que c'est cette posture-là que Jacques a appréciée, qui après 2 ans m'a dit, ben maintenant, c'est passé la période de purgatoire, tu peux commencer à écrire. Et jamais on m'a pris à défaut de posture partisane, disons, depuis. Maintenant, autre chose maintenant, des attachés de presse qui reviennent dans la presse. Là, ça me fait un peu rire. Il n'y a pas eu de période de décompression, disons, de décontamination. Moi, je vois, il y a quelqu'un en ce moment qui fait sa story régulièrement, tout ce qui peut être anti-gouvernement. Et se prétendant être journaliste indépendant, je trouve ça un peu malhonnête et malsain, tu vois ce que je veux dire. Si on revient dans la presse avec, disons, des preuves qu'on est indépendant, moi, ça ne me pose aucun problème. La personne peut devenir crédible. Mais sinon, just too bad, hein. Je lis même pas ce qui est écrit, je lis même pas ce qui est dit, tu vois, c'est comme ça. C'est responsabilité de la direction qui n'encadre pas. Disons, moi j'ai eu la chance d'avoir eu de bons rédacteurs en chef, disons, Philippe Forgette, Lindsay Rivière. J'ai travaillé un peu avec Sidney Selvon avant qu'il ne parte. Avec Jean-Claude, quand la Sentinelle était encore actionnaire de Radio One, c'était bien. Ça te cale, ça te recadre proprement.
Mais sinon, non. Mais en même temps, être responsable de communication d'un ministre ou d'une boîte, c'est un métier. Donc, mais si on le fait à ce titre-là, oui. Mais sinon, à sortir tente et que valise, là, c'est... J'ai pas vu... participer aux campagnes. Oui. Là, il est évident que si tu participes à une campagne, tu perds ta crédibilité. Mais moi, j'ai vu des grandes agences de communication travailler pour Mitterrand, travailler pour Chirac en France. Pour eux, c'est un produit qu'on vend, c'est un client. Et ça, c'est... À la limite, j'aurais pu faire un métier pareil, parce que quand tu sens la société, tu sens la rencontre du personnage avec le pays, avec la population, avec l'opinion, c'est bon de vendre un produit pareil. Mais moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. C'est comme l'AMBC. La plupart sont des journalistes ici, entre guillemets. C'est quand vous allez à l'AMBC, vous avez un choix que vous faites. Donc, personne ne peut vous reprocher de faire ce que vous faites. Moi, j'ai arrêté de reprocher à l'AMBC. C'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que je regarde le 19h30 tous les soirs et je vois comment le MSM va gagner les élections. Que l'AMBC n'isole pas que cette phrase. À vous passer ce soir-là. Hein? C'est comme si c'était fait. Hein? C'est comme si c'était fait. Ou arrête-moi de la rue. Allez, book une question et puis on va... Cause fort. Bonjour, tous les amis et collègues de la presse. Je me présente. Vous vous souvenez exactement pour l'échange au fil des ans, au fur et à mesure de la presse. D'après votre récit, vous n'avez mentionné à aucun moment l'expression, la liberté de l'expression dans votre parcours. Et maintenant, de nos jours, l'expression, la liberté de penser, la liberté des idées ont été bafouées. Parce que je savais que cette question allait venir forcément quand j'avais évoqué l'avènement des radios privées et forcément de la liberté d'expression. Alors, quand les radios privées sont arrivées, il est évident que la parole a été libérée. Il est assez adulte pour en parler entre nous. Anouk n'est pas là ce soir, pas grave, ce matin. Et qu'il était impensable d'avoir une émission enquête en direct à la MBC avant. Maintenant, ça se fait avec Ashley, etc. et toute la bande, c'est bien. On résout les problèmes des gens dans les circonscriptions. Au moins, la MBC prend le relais de ce que les radios privées avaient commencé en 2002. Arrive 2002, boum, enquête en direct, éditorial, émission politique, et même les hommes politiques s'intéressent à ça, de venir. J'ai eu tout le monde sur le grill les dimanches. Parce que 3 gouvernements successifs ont contribué pour l'avènement des radios privées. Navin Ramoulam, Béranger et Annie Rojagnat. Donc ils ne pouvaient pas être contre. Le cahier des charges était fait, l'IBA créé, c'était avant l'ICTA, etc. Sauf que cette parole libérée a été mal interprétée par les auditeurs, qui croyaient qu'on pouvait tout dire, même un plus gros zouré, même en reproduisant, en racontant ce qui a été dit, croyant que, parce que ça a été dit, on peut le dire. J'ai pris des mois pour recadrer les gens, mais en les terrorisant souvent. Vous savez, ça ne se passe pas comme ça. Une parole libérée n'est pas une parole sauvage. Ce n'est pas une parole totalement décomplexée. On n'était pas encore à Internet où chacun pouvait mettre des remarques, etc. Est-ce que vous avez vu ce qui est écrit souvent, avant, pendant et après un match de Manchester United-Liverpool? Les gens deviennent sauvages. Ils deviennent des barbares. Les intellectuels les plus fins écrivent KKK ou whatever, FLLM, sur Facebook, comme si c'était normal. Ça me révolte.
c'est l'institution de la vulgarité. Je ne parle pas de fake news, etc. Ça, c'est une autre histoire. Il est évident que les radios privées ont boosté la liberté d'expression, quand c'est bien utilisé, bien évidemment. Il est évident que les radios privées ont contribué à l'élargissement du tissu démocratique, etc. Mais ça a pris une belle ampleur. On reproche à ce gouvernement, avec raison, d'avoir pris des mesures liberticides sur lesquelles on est revenu justement pour museler ou pour contrôler la presse. Avec raison. Mais avant aussi, c'était pareil. Dans cette salle, on a oublié de dire que j'ai été président du Mediatrust pendant combien d'années? Non, c'est bon de le dire alors. Donc, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Vous savez pourquoi j'ai rempilé pendant 10 ans? Parce que M. Nabin Ramoulan n'avait pas nommé le président du Mediatrust avant. Et on m'a dit, reste comme président pour garder le local, pour bénéficier de l'assistance, pour que ça ne parte pas à la vieille ferraille. Sous le gouvernement travailliste, 60 familles, 60 personnes ont perdu du travail à l'Express. Liberté d'expression, ok. J'entends bien ce qu'on dit, que nous avons une tendance autocratique, etc., que ce gouvernement-là ne tolère pas la contradiction, etc. Je veux bien, mais rétablissons l'équilibre. Mais forcément, on a été ici pendant 10 ans, on a tout travaillé pour le Freedom of Information Act, etc., qui n'est jamais venu pendant des années. À tel point que l'Express a dû mettre sur pied un comité d'éthique présidé par feu le juge Robert Rani, pour que des lecteurs puissent avoir recours, pour que les procédures judiciaires ne durent pas trop longtemps, pour que les lecteurs puissent avoir recours en cas d'avoir été lésés dans leurs droits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu, en avril 84, jamais j'oublierai cette date, 44 journalistes dont tu étais parti, 44 journalistes avaient manifesté contre l'augmentation de newsprint, etc. Ça témoigne déjà de la situation de la presse par rapport au pouvoir. Mais d'une manière générale, je comprends la préoccupation des journalistes. Je comprends le devoir de vigilance dont nous devons faire preuve. Mais il faut savoir aussi que souvent, malheureusement, on prête le flanc. Le journaliste qui n'est pas à l'MBC, par exemple, s'il est ailleurs, croit qu'il fait du bon journalisme en étant anti-gouvernemental. C'est pas une définition du journalisme indépendant. C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Forcément, oui. C'est-à-dire que le journaliste indépendant est celui qui reste à égale distance du gouvernement et de l'opposition. Je ne suis pas un excellent journaliste quand je suis anti-gouvernemental. Je ne suis pas un excellent journaliste quand je ne suis pas tchatois. C'est comme ça, c'est malheureux. Le journaliste est celui qui est au-dessus de la mêlée. Alors justement, je saisis là-bas le bon fini quand tu dis ça. On a parlé de la libération des ondes. Est-ce qu'il y a un journalisme d'avant libéralisation et un journaliste après? Est-ce que c'est la même chose, pour revenir à notre thématique? Forcément. Sauf pour l'MBC, tous ceux qui étaient dans la presse étaient dans la presse écrite. C'est-à-dire avec toutes les contraintes de la presse écrite, surtout nous en tant qu'hebdomadaire, il fallait attendre une semaine pour publier le journal, ce qui est long quand on détient un gros scoop. C'est quoi on a plus fait dans les reportages et les faits divers, plus que dans l'information. Le journalisme de la presse, c'était une forme de journalisme qui roulait en respectant les panneaux de signalisation. À 60, on roulait à 60. À 80, on roulait à 80. À 110, on allait mieux. Mais avec
avec l'avènement de la technologie, etc., vous savez qu'on est très menacé. Il y a 1 300 000 journalistes dans le pays. Ça me tracasse. Et dont peut-être des milliers qui se proclament journalistes citoyens. Quelqu'un peut me donner une définition de c'est quoi le journaliste citoyen? Il y a des journalistes en personne. Parce qu'on attendait souvent, après des élections, ils se cassent derrière des grottes pour devenir attachés de presse. De nos jours, le métier de journaliste commençait à dégrader. Quand vous parlez des réseaux sociaux, il y a parfois de la vérité, il y a parfois des mensonges, mais si vous analysez bien, il y a quelque chose qui est en train de détruire le métier de journaliste. Il a raison, forcément. Mais c'est peut-être quand Laisse-moi répondre ça, ma fille, après je reviens vers toi. Donc il y a 1 300 couillons qui estiment qu'ils sont des journalistes, dont peut-être 300 000, 500 000 des journalistes citoyens, où ils ont eu leur formation, où ils ont eu leur diplôme. C'est-à-dire, aussitôt qu'une rumeur, une palabre monte de la population, pouf! Et là, c'est repris en boucle. Allez, comment arrêter la spirale? C'est vachement difficile. Moi, longtemps, je mettais mon éditorial du jour avec un petit synopsis. Arrêtez. Tu as des snipers qui te tirent dans le dos et tu vas passer ta vie à les répondre pour dire que c'est pas ça. C'est même pas la peine. Allez, vas-y, Sarah. Sarah, pour l'APC, en fait, j'ai une question. Vous qui avez passé tellement d'années, tellement de temps à être journaliste, quelle est votre lecture des outils technologiques, de l'intelligence artificielle qui est en train... Est-ce qu'on doit le prendre en tant que journaliste comme une menace qui menace notre métier? Parce que c'est en train de changer radicalement la façon dont on fait notre métier, le produit fini. Et Demain, par café, exemple, café il y a des plutôt. présentateurs AI de nos jours. Donc, comment est-ce qu'on aborde notre métier face à la technologie, l'intelligence artificielle? Alors, j'avoue que c'est un domaine que je ne maîtrise pas, un des rares domaines. Et comment il est évident qu'on va être menacé. Déjà, sans intelligence artificielle, on est confronté à une multitude de fake news tous les matins. Je peux vous en dire 10 que j'ai vus ce matin. Et on ne sait pas comment traiter ça. Deuxièmement, avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas de contrôle. Demandez à Poutine comment il fait ça, lui. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jours, Poutine profite d'une situation de turbulence dans un pays pour alimenter le désordre social. C'est vu. Comment contrôler ça? On a vu quelques exemples avec Jagdat, avec Béranger ou Navin Ramgoolam. On a commencé à leur prêter des propos qui manifestement ne sont pas vrais. Et ils sont tous victimes de ça. Là, hein. Sauf que nous, on rigole. Moi, je rigole sur TikTok, etc. Bon. Mais pour le citoyen lambda, merci. Pour le citoyen normal, comment il croit tout de suite ce qu'il voit, parce que l'image est crédible. C'est pourquoi la MBC est crédible à 19h30 pour ceux qui croient dans ça, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je crois que le gouvernement, on ne veut pas m'écouter dans les dîners où je parle un peu de ça, pour dire, regardez le 19h30. C'est fait avec intelligence, dans le sens gouvernemental. Moi, je vois ça tous les soirs. Je décortique. Et si je dois écrire un jour, après les élections, pourquoi Jagdat a gagné les élections, la MBC prendrait une part importante, parce que c'est un travail qui est très bien fait. Et je m'étonne comment Suren Dayal n'a pas gardé ce dossier de la MBC devant le Privy Council. Ça, c'est un gros étonnement, une grosse surprise de ma part. Enfin, c'est ça. Les gens ne veulent plus attendre le 19h30. Tout est sur Facebook maintenant. On se réveille, on voit les nouvelles. Comment faire face à ça? L'instantané.
prend le nombre de ceux qui touchent la pension de vieillesse. Il dit quoi, allô Facebook, grand matin, ce que t'as entendu? MBC. MBC. Non, allez, vas-y. Parle-moi, s'il te plaît. Sur 2 points. La première chose, tu as parlé de l'interview de Sandra O'Reilly, où toi, tu t'es retenu en plus de. Quelle est ton opinion sur ce qui se passe aujourd'hui, où les gens vont fouiller à fond, juste pour se faire des médicaments ou pour se faire des likes ou des publications nationales? Et. Je vais répondre après ma question. Il est évident que c'est condamnable, c'est pas normal que quelqu'un dont les parents étaient victimes d'un accident ou d'un assassinat, qu'on lui met le micro sous le nez pour lui demander une réaction. Ça fait mal. Et qu'on insiste. Où senti où là? Je ne me reconnais pas dans cette forme de journalisme parce que c'est indécent. Parce qu'on ne respecte pas. On peut prendre une déclaration, pas sur le vif de cette manière-là. Ils le font systématiquement sur TF1, mais en ne montrant pas le visage, c'est-à-dire que la personne a voulu témoigner en toute connaissance de cause. La mère dont l'enfant a été roué de coups devant un lycée en France il y a quelques semaines, elle a témoigné, mais le visage découvert parce qu'elle voulait mettre un terme à ça. Mais que tu saisisses quelqu'un, que tu arrives à surprendre quelqu'un immédiatement après un accident ou après un assassinat, moi je crois qu'il faut faire preuve un peu de retenue dans ce sens-là. Hein. Nous ne sommes pas un peu hypocrites sur ce point-là, lorsque les Mauriciens sont voyeurs, les Mauriciens aiment tout cela, les Mauriciens aiment par exemple, ce que 5 Plus faisait à l'époque, on faisait pleurer dans les chaumières. Donc aujourd'hui, est-ce que ça ne passe plus? Je réponds pour 5 Plus d'abord, parce qu'on avait fait les faits divers un peu notre fonds de commerce. Voilà. Mais quand on est arrivé sur place, ce sont les parents qui nous disaient « la photo n'est pas bien, cette photo-là ». Et quand on prenait la déclaration, c'était ça va sortir dans une semaine, ou dans 3 jours, 4 jours, tu vois. C'était pas dans cette immédiateté, en temps réel surtout, où toute la détresse humaine se déverse sur les petits écrans. Donc moi, c'est personnel, moi je me reconnais pas dans cette forme de journaliste, comme je me reconnais pas, c'est bon de le dire, dans cette nouvelle tendance à agresser les hommes politiques, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition. Il y a comme un ensauvagement du langage, une violence épidermique, comme si, pour avoir raison, il faut hurler. Comme s'il faut partir à partir de 100 décibels pour couvrir la voix de l'autre. J'ai écouté, rarement je le fais, hier dans une émission de Radio One, une femme téléphone. Alors vous avez dit que Radio One est une radio laïque. C'est faux, parce que voilà. Et Ashley Victor a beau lui expliquer, non, mais on a dû raccrocher. Elle croit que tout est permis. Que tout est... Ah bon, papa, écoute ça couillonnade là dorénavant. Voilà comment les gens réagissent. Donc, agresser un homme politique ou n'importe qui, c'est pas du journalisme. Tu causes pour faire avancer les idées. On débat, on échange. Les échanges peuvent être vifs. Vous avez vu les débats sur LCI ou CNews en France, avec une telle élégance. Mais toutes les questions sont posées. On ne défalque pas les questions. Les questions sont posées, mais posées avec, dans ce que la civilisation nous a appris, les bonnes manières. Je suis de très près un nominé politique du MSM, qui a été nommé forcément il y a quelque temps de cela. Il est fan de Manchester United, lui. Vous voyez les jurons qu'il met, mais quel exemple.
Si c'est un nominé politique qui occupe un poste de responsabilité, peut se permettre de gros mots, pas de gros jourées, on peut dire, là, hein, pas petit, là, gros. Je plains pour mes petits-enfants, tu vois ce que je veux dire, c'est pas normal. Deuxième partie. Le deuxième point, concernant l'échange entre le journaliste et la politique, les journalistes qui font de la politique autour. Ton opinion et comment tu vois ça? Par exemple, je prends le cas de là, de Paul qui quitte Radio Plus, qui va vers la MSN, qui se fait lyncher. Et de l'autre côté, Annabelle qui quitte Radio One, qui va vers le poste qui est apprécié. Ben, pas si sûr. Comment tu expliques ça? L'explication est simple, parce que il est de bon ton de quitter une institution pour aller faire de l'opposition, et c'est mauvais de quitter une institution pour aller rejoindre la majorité. Et c'est dommage que ce soit ainsi. Alors Dieu sait si Jagdish est un ami. On a commencé au Nation dans les années 72 ensemble. Alors avec Subhash Gobind, avec qui il y avait encore Prakash Ramala qui est décédé dans un accident. Par la suite, c'est qu'il y avait Gérard Nadal qui est parti. Donc ce qui reste de cette génération-là, Joypal, Gobind et moi. Alors, il faut savoir que Joypal est ancré dans le travaillisme. Par idéologie, par relation familiale. Donc, toute sa vie, il a été un pro-travailliste, mais en gardant quand même un ton plus ou moins correct Neutralité pendant ses émissions à Radio Plus et ses éditoriaux en créole qui étaient tout à fait savoureux. Savoureux parce que c'était anti-gouvernemental aussi souvent. Okay? Du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, sauf que c'est Radio Plus qui n'était pas au courant, alors que tout le pays était au courant. On était au courant. Je ne me ferai pas le porte-parole de Radio Plus, bien évidemment. Tout le pays était au courant. Tout le pays au courant. Même s'il m'incite à le faire, non, je ne le ferai pas. Alors moi, je vais revenir, ce qui m'a surpris, c'est que le lendemain de sa démission, Jagdish faisait toujours son éditorial sur les ondes de Radio Plus. Non. Non, ou la veille non, ou le la jour. veille. Mais c'est pas normal, écoutez. J'aurais expliqué dans un article qu'il avait donné un mois de préavis, que c'est la direction qui lui a demandé de continuer et qu'il avait... Je ne trouve pas ça normal du tout, du tout. Il a dit, mais on ne sait pas si c'est... Alors, si la direction lui a donné la possibilité de continuer, c'était une indication vers qui il allait. Forcément. Alors, Alors, le pauvre Jagdish subit vraiment une des attaques les plus virulentes. Oh, c'est terrible. Je ne sais pas comment il tient le coup. Il avait tiré une gueule d'ailleurs sur la plateforme du 1er mai. Avec raison. Tu imagines, tu prends des coups pareils. C'est pas évident, hein. Ta famille, tes enfants, etc. Les amis qui téléphonent. Je ne vais pas téléphoner du tout pour ne pas ajouter à son problème. Annabelle, de son côté, elle va au Parti travailliste, du moins, je ne sais pas si elle y est toujours, et ne subit aucune attaque. Bon, là, il y a peut-être un baromètre électoral à prendre en considération. Il faut dire ça au responsable de communication du MSM. Comment on explique ce phénomène-là? Forcément. Alors là aussi, j'appelle ça un bâti sonore, ce qu'on entend ce qu'on voit sur Facebook. C'est pas 300 couillons qui vont faire les élections, tu vois ce que je veux dire aussi. Tout ça va se remettre en place quand toute la machine électorale et du gouvernement et de l'opposition va se mettre en branle. Là, il y aura forcément un rééquilibrage de tout ça. Mais c'est en dehors de la déontologie. Donc, on va permettre aux autres de poser les questions. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient... Allez, là, tu avais posé la peine de donner la parole. Oui. C'est un peu ce qui se passe, c'est un peu la faute du médiatrice au niveau de la déontologie des journalistes, qui est mal respectée. Vous êtes d'accord, M. Télésat? Enfin, il est évident quand on se retrouve avec des journalistes citoyens
qui n'ont eu aucune formation digne de ce nom, qui n'a aucun respect de déontologique. Il n'y a même pas de déontologie là. On est dans une tranchée, on se tire dessus sans sommation. C'est-à-dire à qui mieux de trouver une belle formule, d'inventer une mauvaise nouvelle ou une fausse nouvelle, et que ça passe. Il n'y a pas de déontologie. Tandis que quand on est à l'MBC, quand on est dans des radios privées, etc., il y a quand même des règles à respecter. Quoique l'MBC, on donne des coups de canif très souvent à l'MBC Act. Indépendance, et quand on me dit un service public, je comprends, c'est pas un service au service du gouvernement. Ça, c'est un autre débat, bien évidemment, pour lequel les journalistes ici ne sont absolument pas responsables. C'est un choix éditorial qui a été fait plus haut, mais sauf que vous vous faites insulter régulièrement aussi. Parfois, je vous défends dans les dîners en ville, comme on dit. Parce que Je vais profiter de quelques secondes, peut-être une petite seconde par rapport à ça. Je pense que vous... Allez, rapidement, on peut jouer. Est-ce que tu ne penses pas que le médiateur aurait dû agir comme un arbitre dans un match? Là, il y a des gens qui inventent les consignes et ils commencent à jouer. Ou alors ils veulent. Et que le médiateur aurait dû être l'arbitre pour comme si, au niveau de la presse, écrite et parlée, de rappeler ces journalistes alors que voilà, vous avez franchi un cap. L'interview s'est fait avec une personne qui a été assassinée ou quoi. Et voilà. Est-ce que le médiateur ne peut pas intervenir à ce moment-là pour ramener ces journalistes vers... Enfin, je ne sais pas, si tu veux, c'est pas la mission du médiateur. La mission du médiateur, c'est la formation. Donc, quand on peut former des gens, et puis ils font leur choix. Soit ils vont à l'MBC, soit ils vont ailleurs, ou soit... Quand un journaliste choisit un journal d'opposition, il choisit un journal... C'est déjà quelque chose, donc c'est par rapport... Moi, je me permets là d'intervenir parce que je représente le board du Mediatrust. Déjà que nous ne sommes pas la police de la presse pour venir mettre de l'ordre dans tout ce qui ne va pas. C'est ça le premier point. Et quand Bourg vient dire que c'est la faute du Mediatrust qui n'assure pas la déontologie, avec le peu de moyens que nous essayons en tout cas de donner toutes les formations possibles et imaginables depuis ces dernières années. Il y a encore là, il y a beaucoup d'entre vous qui assistent à ces formations. Donc après, on ne peut pas confondre les journalistes, c'est ce point-là que je voulais faire tout à l'heure, on ne peut pas confondre les journalistes citoyens et les journalistes oui, bien sûr. possédant une carte de presse. Nous sommes bien loin de ceux qui s'essayent au journalisme sur les réseaux, et je ne pense pas qu'on peut même associer le mot journalisme à ce qu'ils font. Il y a certains qui font vraiment honte à ce mot-là, et il faudrait peut-être notre responsabilité aujourd'hui et notre mission aussi, c'est ce qu'on essaie de faire au Mediatrust, de faire comprendre au public qu'il y a le journalisme et qu'il y a les citoyens qui veulent faire du journalisme. Mais, sauf que celui qui utilise ces réseaux-là n'arrive pas à faire la différence, lui. C'est tout un brassage, une confusion entre le journaliste et le journaliste citoyen. Alors pour revenir à ce qu'on a dit, c'est pas dans les attributions de Mediatrust d'être l'arbitre. Il y a l'IBA pour ça, avec tout ce que ça comporte, de ce que je dis de manière péjorative sur l'IBA, et la déontologie personnelle ou la déontologie de la rédaction en chef, qui décide ça on peut passer, ça on ne peut pas passer. Sinon, on va rentrer dans une campagne électorale. Et ce qui est terrible sont les journalistes qui vont prendre des coups. Souvent les journalistes vont prendre des coups. Dans les meetings, il vaut mieux ne pas aller au meeting, voir ça à la télévision, sur les réseaux sociaux, pour ne pas se faire insulter, etc. C'est un journaliste qui va aller mettre son téléphone pour faire le live pour que tu puisses regarder. Pardon? C'est un journaliste qui va aller mettre son téléphone pour faire le live pour que tu puisses regarder. C'est sûr. Vaut mieux envoyer à l'MBC partout. Non, là, ils se font insulter aussi dans les meetings de l'opposition. Se limite à son rôle de formateur. Et tout dernièrement, au niveau de l'MBC, nous on salue l'imposition du Mediatrust et est allé plus loin en dénonçant justement la brutalité qu'a subi nos collègues lors du meeting du 1er mai.
c'est le premier point, c'est l'appréciation. Et deuxième chose sur laquelle je voulais avoir notre point de vue, the news has been canvassed. La nouvelle a été diffusée, rien n'a été caché par rapport à la manière dont on a été traité à produit. Et ce qui est dommage, et pas mal d'entre nous le dit, c'est que venant du Media Trust, on a dénoncé, on a demandé de faire des concerts dans la presse privée, et rien n'a été écrit, rien n'a été dit par rapport à cet événement. Alors, résume pas, j'ai un petit problème. C'est que Didier dit que le magistrat a pris position quand le magistrat a pris position, oui, mais le privé, les médias privés n'ont pas réagi. Alors, je réponds là-dessus. Il est évident que je ne cautionne pas la posture du président du Media Trust dans ce cas particulier. Parce qu'il y a eu d'autres cas pour lesquels le Media Trust n'a pas pris position. Écoutez, on n'est pas des enfants. Que le Media Trust ou son président joue cette carte-là, mais il ne faut pas me prendre pour un couillon. Pourquoi on dénonce ici ce qu'on ne dénonce pas là-bas? Et je crois que c'était une maladresse de prendre... tu peux être MMM ou MSM ou vice-versa, mais là on est entre adultes. Dans ce cadre-là, on est en train de causer, on est en train de débattre. Et là, c'est la raison qui va prévaloir. Il est évident que ce n'est pas normal. Parce que, alors, pour ne pas le citer, à Choc, mon ami, qui a été à 5+, aussi, il faut le dire, il a très bien fait à 5+, quand il était à 5+. Et il a pris position, ok? C'était une maladresse à mon sens. Parce qu'il a engagé le Media Trust au motif que c'était pour la liberté de conscience. Mais notre liberté de conscience ne devrait pas s'arrêter au premier étage ou au 13e étage du Centre, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça. Ça doit être valable partout. Et en ce qui s'agit maintenant, tu me dis que les radios privées n'ont pas repris l'incident, c'est condamnable aussi, sauf que j'ai rien à faire dedans. Je suis un retraité actif qui n'a rien à foutre avec la rédaction maintenant, tu vois. Peut-être j'ai une réponse pour Dinesh. Je ne sais pas si ça a été... Est-ce que des radios privées en ont parlé? Pour revenir peut-être par rapport au Media Trust, par rapport à ce que tu dis, Finlay, il y a eu des prises de position. Par exemple, en 2016, je me souviens, quand l'université avait organisé un forum débat, et Ashok Bihari et Ridvik Nieben avaient intervenus, ils avaient été sanctionnés par la MBC. Donc, il y avait une prise de position par rapport à cela, mais aussi ponctuellement quand il y a eu des choses. Mais c'est vrai que pas dans toutes, je suis d'accord avec toi, que ce n'est pas dans toutes les situations. Et cette réponse-là répondrait peut-être aussi à ce que Dinesh dit, pourquoi le privé n'a pas pris position. Les journalistes du privé ont souvent été expulsés des conférences de presse du régime en place, et jamais la MBC n'a fait un sujet pour soutenir, pour dénoncer. Oui, c'est vrai. Probablement, c'est peut-être par rapport à ça. Oui, c'est vrai, on peut être... Pardon, vas-y. C'est-à-dire que chacun a sa petite chapelle, et au lieu qu'il y ait une solidarité interrédactionnelle parmi la profession de journaliste, ce n'est pas du tout le cas. Toutes les initiatives pour créer des associations sont parties en tournée en boudin, c'est dommage. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de corps de métier, comme on dit. Longtemps, on était tous sur le terrain. On se côtoyait, etc., on s'insultait, etc. On se retrouvait au Parlement, une fois toutes les semaines, et pendant le budget ou les grands débats, pratiquement, systématiquement, tous les soirs, jusqu'à 1h, 2h du matin. Et tout le monde, on allait manger, Pakistan Hotel, tu vois ce que je veux dire, à la rue des Forges. Et là, le débat était permanent, on se tutoyait, on se frottait les épaules, tu vois ce que je veux dire, on était ensemble. Aujourd'hui, que fait le journaliste qui couvre le Parlement? Télévision. Il doit à la télévision. Quand c'est pas mis suspended, tu vois ce que je veux dire. Là aussi, Donc, les gens ne se rencontrent plus en fin de compte. Peut-être, et sur un fait divers, tu n'as pas le temps. Il y a tellement de micros qui se tendent, il y a tellement de chasse au scoop, qu'on n'a pas le temps de causer. Donc, cette convivialité interjournalistique,
s'est perdu au fil des années, avec pour résultat, le journaliste est tout à fait esselé et n'a aucun sens de solidarité. Celui qui reste à la maison et qui fait conférence de réaction par Zoom, c'est clinique, et puis terminé, comme l'écran s'éteint, elle passe à autre chose, elle donne le biberon à son enfant, il n'a rien à foutre du cours journalistique. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas concerné du tout par tout ça. Donc il y a une espèce de désolidarisation qui fait que le métier est devenu pratiquement individualisé, en fin de compte. Sauf peut-être à l'université, où ceux qui sont en cours de journalisme et de communication se rencontrent assez régulièrement. Mais sinon, il n'y a pas de communication du tout entre journalistes. Longtemps, nous, on s'est vu, nous, quitter la conférence de presse de Sessa Kamboulel. Toute la presse partait. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Impossible. Impossible de faire ça. Parce que, quel est le journaliste pour qui il travaille? Je vous conseille ce livre-là, il faut le lire. Pour qui travaillent les journalistes? C'est une série d'articles. Est-ce qu'il travaille pour lui? Est-ce qu'il travaille pour son patron? Est-ce qu'il travaille pour la direction? Est-ce qu'il travaille pour son... Alors, ce qu'il dit là-dedans, le journaliste ne devient pas riche. Au moins, ça, on sait. Ceux qui sont riches, ils ont d'autres sources de revenus. OK? Ou ils sont bien mariés, admettons. Des deux côtés, je veux dire. Et pour la satisfaction personnelle, pour le besoin de dire la vérité. Et aussi, quelle vérité? Pour témoigner de l'histoire. Les journalistes ne sont pas des historiens. Il y a des diplômes qui sanctionnent 3 ans d'études, 4 ans d'études pour devenir historien. Les journalistes, c'est des petits historiens du quotidien que des grands historiens vont exploiter pour écrire l'histoire. Donc, notre travail est un travail de contribution à l'histoire de notre pays. Donc, ce que vous faites tous les jours, quand vous racontez l'histoire au quotidien, vous saisissez le pouls de la population, la photographie d'un moment, et c'est ça qui va devenir éventuellement l'histoire dans 10, 15, 20 ans. Peut-être tu pourrais nous parler un peu de cette expérience de Dimanche Culture où tu as changé un peu de cap. Tu mets de cérémonies pour les lancements de livres. Enfin, ça, c'est assez personnel. Bon, comme on est dans l'anecdotique, profitons-en. Je ne lui ai pas demandé de poser la question comme au Parlement, là. Hein? S'il vous plaît. C'est not a planted question, hein? Comme dirait le... Non, je vais répondre à Quand on a commencé Dimanche Culture, il y a 13 ans de cela, c'était pour dire on manquait une vitrine culturelle à Radio One, que les autres radios n'avaient pas, etc., etc. J'ai fait un projet, j'ai soumis, la direction à l'époque a accepté, mais du bout des lèvres, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? On ne pourra même pas vendre ça commercialement, il n'y aura pas de publicité dans Dimanche Culture, etc. Mais comme il fallait faire une vitrine, on m'a dit de faire. Alors on a commencé tant bien que mal, mais laborieusement. Et comme il n'y avait pas beaucoup de production littéraire, comme il n'y avait pas beaucoup d'expositions à l'époque, j'avais un réseau à Paris, donc à chaque fois qu'un bon livre paraissait, j'interviewais l'auteur, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à tel point, à un moment, ça a pris tellement de l'ampleur que je n'avais même pas besoin d'aller chercher des invités, ils venaient vers moi. Et j'ai un livre, La Fine Léger, une exposition, etc. Et moi, je prenais des gens, c'est pour faire la promotion, justement, de la culture. Et je crois que c'était... on est arrivé à la 13e année, 661e édition. Bon, Bernard Pivot a fait 724. Pas mal. J'ai pas le Donc, même alors, mourir. 724e. J'ai pas le même mourir. 724e, j'arrête, pourquoi pas. Peut-être pour remonter par rapport à Non, laisse-moi terminer avec lui. Donc, Dimanche Culture est arrivé, a pris peut-être plus de l'essor il y a 5 ans de cela, quand, à cause de Pravin Jagnat, j'ai arrêté la radio. J'ai pris ma retraite anticipée.
Pas parce qu'il a fait pression sur moi, parce que je ne pouvais pas me permettre de sortir du rond-point de quartier militaire à Saint-Pierre 1h30. Pas possible, on devient fou sur les routes. Ceux qui habitent quartier militaire le savent. Tu es déjà venu chez moi, tu sais comment ça se passe. Comment on peut rouler pendant 1h30 d'un rond-point à un autre? Je dis, c'est terminé, etc. Il m'a rendu service, ça m'a permis de travailler mieux dimanche culture et de prendre ma retraite de la radio. Donc, à partir de là, on avait beaucoup de temps libre. Et là, on a commencé, le NSI avait un projet de lancement de livres, tout à fait promotionnel et gratuit. Et comme ça, on fait 2 ou 3 lancements par mois au NSI. Et les auteurs se retrouvent parce qu'ils n'ont absolument rien à payer. Tous les frais sont encourus par le NSI. Et c'est comme ça aussi qu'on a monté avec le Labo Donné à table avec pour les conférences, etc. Voilà, à peu près. C'est une manière une belle jouissance de pouvoir aimer ce qu'on fait, de ne subir aucune contrainte. Et je trouve ça, c'est un luxe, disons, que je peux me permettre. Et surtout de rencontrer des gens, d'accepter des invitations pour des échanges, sans que le ton ne donne le sentiment que je suis en train de vous imposer des canons à suivre, etc. Pour remettre tout ça dans le contexte, aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas, et donc les journalistes ne lisent pas, les journaux traînent sur les tables de la rédaction sans être lus. Donc, quelle implication cela pourrait avoir sur le nouveau journalisme? Alors, on peut ne pas se réjouir que les journalistes ne lisent pas. Souvent, je rentre dans une salle de rédaction, l'Express est toujours enrobé et toujours sous plastique. C'est-à-dire que personne n'a pris l'Express ou le défi pour lire. Non, le défi ne vient pas sous... Heureusement. Hein? On peut voir la une. et donc personne n'a lu, c'est terrible. Alors si on ne lit pas les journaux, tu crois qu'on aura le temps d'aller lire un livre? Je trouve ça énorme. Sauf que c'est peut-être une autre forme de culture, un autre instrument. C'est-à-dire que le smartphone, la tablette, compense pour peut-être, je ne sais pas, moi il me faut du papier. Sentir éternuer quand le papier a de la poussière, tu sais. Sauf que si le livre est trop lourd, tu ne vais pas lire au lit, tu as une tendinite, tu vois ce que je veux dire. Lire au lit, ça devient impossible parce que les livres sont lourds. Mais on peut regretter que la jeune génération ne lit pas. On a fait un petit survey avec des étudiants, combien de livres ils lisent par semaine. Longtemps, on trouvait le temps de lire, d'aller au cinéma, tout ça, non, d'aller au cinéma, et de rencontrer les amis dans les... Maintenant, personne n'a plus le temps, alors qu'on est supposé d'avoir plus de temps. Ça, c'est un problème de civilisation. Pour moi, c'est un choc culturel de découvrir que les jeunes ne lisent pas. Alors que je viens d'une famille d'enseignants, mon grand-père enseignant, mon père enseignant, mon frère enseignant, les livres étaient pratiquement notre quotidien. Et ne pas lire, et ne pas regarder la télévision, je trouve ça énorme aussi. Nous arrivons aux 5 dernières minutes de notre rencontre. Une question peut-être? Vu que nous répondons à l'issue de jeune pas lire, tout ça, donc on est une nouvelle journaliste, et comme on fait un article, comme on envoyé pour faire publier, et nous avons partenaire des qui sont qui politiciens là, c'est pour les politiciens, c'est non, c'est mixeur. Donc il est vraiment inquiétant parce que quand ça a une publication après, on a retourné avec l'organe de journaliste. Donc, tu veux dire les monteurs, les marketistes? Les monteurs, les marketistes. Voilà, même le monteur, donc c'est plus lié, mais effectivement, c'est pas lié, c'est qu'il y a de transposté. Est-ce qu'il y a un encadrement qui s'est fait au niveau de l'éducation à la base même, ou à l'étude universitaire? Je ne sais pas, parce que même moi, mon connaissement de chez là, bon, on va définir à droite à gauche, mais un jeune de travail avec moi, je ne connais même pas que sa politique a déposé là. Bonne question, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, quand on dit bonne question, c'est on cherche le temps pour réfléchir avant de répondre. Non, mais tu as parfaitement raison. De notre temps, n'est pas loin, la conférence de rédaction identifiait les conférences de presse, disons, à aller couvrir.
Mais personne ne bougeait tant qu'on n'a pas fait un briefing sur le thème de la conférence de presse. Et quelles questions poser. Maintenant, on lâche. Hein? Mais non, à l'époque, j'ai dit, de notre temps, j'ai dit, fais attention. Maintenant, on lâche le journaliste quand il va. L'IPAM connaît qui est le ministre. Il ne sait pas. C'est terrible. Et on pose n'importe quelle... Pas on ne pose pas de question, on ne pose pas de questions. On pose le micro. C'est-à-dire que le journaliste n'est pas au courant du problème. Pour être on the safe side, il ou elle pose le micro, il revient ça, et puis il donne, démerdez-vous pour déterminer quel titre, quel angle, etc. Maintenant, en termes de l'écriture, oh la vache. Je peux comprendre l'MBC qui dit le cabinet ministériel a été présidé par Pravin Kumar Jagnat. Bon, c'est la formule. Mais la presse écrite ne peut pas se permettre de dire ça. On commence avec les nouvelles pour dire telles ont été les décisions du Conseil. C'est ce qu'on a appris dans toutes les écoles de journalisme. Maintenant, si la direction de l'MBC estime que c'est comme ça qu'il faut dire ça. Moi, les vendredis, qu'on arrive au Conseil des ministres, parce que je sais que le présentateur va dire le Conseil des ministres a été présidé par... On sait ça. Est-ce que Jagnat va péter un câble si on ne dit pas qu'il a présidé le Conseil des ministres? Je vais lui poser la question dans une conférence de presse un jour. Et vous dites, moi, ben évidemment, non. Quel est ce besoin? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pour se faire bien voir qu'on tord le cou aux règles les plus élémentaires de l'écriture journalistique? Et pas que l'MBC. Lisez le Défi et l'Express. Le titre, les 4 premières lignes n'annoncent pas la nouvelle. C'est la nouvelle arrive à la 6e ligne. Et ça, c'est terrible, tu vois, pour moi. Enfin, maintenant, je ne vais pas me faire un ulcère à cause de ça. Ça me provoque un sourire. On dit, putain, voilà, c'est ça la nouvelle génération, tu vois. Les temps ont changé. Hein? Les temps ont changé. Les temps ont changé. Et ça, ce qui est terrible. Le temps a changé parce que qu'est-ce qu'un autre intervenant aurait fait aujourd'hui, là? Venir avec sa tablette. Non? Non, moi j'ai un petit bout de papier, tu vois, le papier, ça me botte, ça me donne du feeling. Et puis, j'ai pas besoin de papier, à la limite, tu vois, j'ai pas besoin de tablette. Mais voilà comment ça se passe. Parce que le journaliste est lâché dans l'arène, tu vois, au fauve, démerde-toi. Et tu fais une erreur, tu es foutu. Si tu as oublié d'interroger un dignitaire du régime, tu es sanctionné. Moi, je plains parfois les journalistes de la MBC, je plains parce que Dieu sait, je compte beaucoup d'amis, c'est vrai, non? Parmi les journalistes de la MBC, sauf la nouvelle génération qui doit me considérer comme un ogre, tu vois, mais ça... Ça, je m'en fous de toute manière, tant que les anciens... Ah oui, je m'en fous, parce qu'on va mourir avec les anciens, je n'ai pas besoin de perpétuer ma mémoire après. C'est ce que je veux dire. Et c'est ça tout le problème. Pour terminer, Finlay, je saisis... Attends, oui. Enfin, il applique la guillotine. Ben oui. C'est un très bon speaker pour la prochaine assemblée. Soumets mon nom. Oui. Vas-y. Cette année, quand nous sommes tous surabondés par les élections générales, et les journalistes auront le pain sur la planche, cette année en particulier, pour quel type de conseil concernant les couvertures? La couverture. Redis-moi ça. La couverture des élections, donc qu'est-ce que tu... Ça va être très délicat pour vous, hein, les journalistes. Ça va être très, très délicat. Il est évident qu'il y aura une grosse pression sur vous. Pas du gouvernement, parce que le gouvernement n'est pas con. La pression viendrait de la direction de vos journaux respectifs, que ce soit pour la presse écrite ou pour la presse parlée. Parce que tout le monde va être au garde à vous. Tu imagines à quel point que la direction, le conseil d'administration va subir certainement les pressions. Ça, mais là, il faudra surtout essayer de se manœuvrer dans tout ça et essayer de bien faire son métier. Moi, je crois qu'on peut être très médecin, mais faire bien son métier.
où on peut être de l'opposition et faire bien son métier en ne respectant que la vérité. J'essaie de trouver une déclaration que j'avais vue la fois dernière. On parlait de vérité, justement. Voilà. Alors, pourquoi? Pour la vérité, laquelle? Celle d'un moment de l'histoire, d'un parti, d'un État, notre vérité. Percevoir, c'est choisir, disait Henri Bergson. Notez, il n'existe pas de véritable définition du dictionnaire pour le mot vérité. Vérité égale qualité de ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Qui est conforme à la vérité? Merci. Autant d'appeler un numéro vert, j'ajoute, de la sécurité sociale. Le plus audacieux d'entre nous ont parlé d'objectivité, simple prétention. Objectiver le réel avec des statistiques par exemple, des règles d'économie, ou toute la douleur du monde par les chiffres des victimes, oh là là, on a vite remplacé l'objectivité par l'honnêteté. L'honnêteté qui est fille de la sincérité. Ce qui peut se traduire, pour répondre à ta question, on fait ce que l'on peut. Alors prends ce livre pour toi, parce que tu as posé la bonne question. Quelle chance. Je ne la connais pas avant, hein, Ben, on va terminer cette belle citation. Merci, Finlay, de ta présence. J'espère que cette conversation arrive. Habituellement, l'applaudimètre est plus fort que ça. Hein? Ben, je trouve ça très mitigé. timide, très mitigé. Donc, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer l'engagement avec On peut causer si vous voulez. Et puis voilà. Merci en tout cas de votre présence. Merci de votre présence. J'espère qu'on sera aussi nombreux la prochaine fois.